Merci Hassan. Bonjour à tous. Donc effectivement, Hassan m'a dit de ne pas parler de caca pendant le repas. Le problème, c'est qu'on m'a demandé de parler de constipation. Donc il m'a promis qu'à chaque fois que j'allais parler de sel, il allait remplacer par bip. Donc faut que tu viennes à côté pour voilà. Bon, j'ai perdu déjà trop de temps parce que on va faire une demi-heure. Donc effectivement, l'équipe de Nestlé m'a demandé de parler du nourrisson inconfortable. C'est un sujet dont vous n'avez jamais entendu parler, donc ça tombait bien. Et donc en ciblant sur deux choses, la constipation et les coliques. Donc je vais vous parler de ça. Je sais que c'est pas la première fois, mais pour que ce soit un peu plus interactif, j'ai proposé qu'on fasse des QCM, donc vous allez pouvoir y répondre. Donc première vignette clinique. Un nourrisson de 5 semaines qui est amené pour constipation. Il est né à terme, il n'a pas été allaité, il est sous les premiers âges. Il a une prise de poids de 30 grammes depuis la sortie de maternité. Et depuis l'âge de 3 semaines, il pousse pendant de longues minutes, pleure, devient tout rouge, souffre terriblement d'après les parents. Et les parents l'aident en massant le ventre et en fléchissant les cuisses sur l'abdomen, souvent en vain, donc ça ne marche pas non plus. Et lorsqu'enfin il parvient à mettre une selle, elle est toujours molle. Pas d'antécédent de constipation chez les parents. Alors, d'après vous, quel geste clinique indispensable devant ce tableau doit être fait? Palpation, examen des organes génitaux externes, examen de la marge anale, examen de la cavité buccale, ou s'assurer que la recherche d'une hypothyroïdie congénitale a bien été réalisée. Bravo. Donc, effectivement, tout nouveau-né ou jeune nourrisson qui vient pour une constipation, il est indispensable de lui regarder la marge anale pour éliminer une malformation anorectale. Alors, la maladie de Hirschsprung, donc l'examen de la marge anale va rien amener, mais ça va être le toucher rectal. Encore faut-il avoir fait un toucher rectal d'une maladie de Hirschsprung pour connaître l'hypertonie que ça peut avoir. Qui a déjà fait un toucher rectal une maladie de Hirschsprung? À tout à l'heure, Marc a eu plus de succès que moi pour le SAMA. Vous êtes 2 à avoir fait. Donc, ça veut dire que vous ne savez pas ce que vous trouvez. Or, le toucher rectal, c'est un geste agressif, donc il faut éviter de le faire quand on ne sait pas ce qu'on cherche. Donc, on donne une hypertonie. Ça donne une hypertonie. On a l'impression qu'il y a une sténose anale, mais bon. Et après, on confirme par le lavement opaque éventuellement et la biopsie. Deuxième chose, et ça, c'est à la portée de tous ceux, même ceux qui n'ont pas d'expérience, c'est une imperforation anale avec fistule in situ. C'est des enfants donc qui ont une émission du méconium, qui ont des selles. Mon record, c'est une fille de 4 ans qui avait des selles rubanées depuis la naissance, et personne ne lui avait jamais regardé l'anus. Donc, on voit un anus qui a une forme anormale. Vous savez que normalement, c'est des plis radiés qui convergent vers l'orifice de manière symétrique. Et là, vous avez un anus qui ne ressemble pas à un anus, c'est donc très suspect, et un toucher rectal qui est cette fois impossible parce que c'est une fistule, et donc vous pouvez pas mettre le doigt. Ensuite, il y a l'antéposition anale. Donc, un orifice anal qui est très proche de la fourchette vulvaire. C'est un diagnostic là aussi clinique, il y a des formules, mais ça n'a pas beaucoup d'importance. Le problème de l'imperforation anale, c'est qu'on attribue souvent ça à une cause de constipation. Parce qu'au moment de la défécation, je suis désolé Hassan, mais je suis obligé d'en parler, au moment de la défécation, il y a une rectinilisation du rectum sur le sigmoïde. Normalement, il y a un angle entre le rectum et le sigmoïde. Et donc, plus l'anus est en avant, plus cet angle est aigu, et donc plus la rectinilisation est difficile. Mais l'antéposition anale est fréquente, certains disent 10% des femmes, surtout les femmes. La constipation est fréquente, première cause de consultation en gastro-entérologie. Donc la coïncidence entre les deux est tout à fait possible, sans qu'il y ait une relation de cause à effet. Donc ma recommandation, c'est de ne surtout pas montrer ces enfants-là à un chirurgien, parce que les chirurgiens ont tendance à vouloir les opérer efficacement. Ils ouvrent en arrière, ils ouvrent le sphincter en arrière, donc bien évidemment l'enfant ne devient plus constipé, mais ça augmente terriblement ses risques, surtout si la femme a un accouchement difficile quand elle sera enceinte, et ça augmente terriblement le risque d'incontinence fécale définitive vers 40-50 ans. Donc,
ma recommandation de ne surtout pas montrer ça à un chirurgien, on traite médicalement. Et puis enfin, hypothyroïdie, allergie aux protéines du lait de vache. L'allergie aux protéines du lait de vache et l'hypothyroïdie, j'en ai jamais vu révélée par une constipation. C'est pas pour ça que ça n'existe pas. Alors, chez cet enfant, quel traitement vous allez proposer? Lait transit riche en lactose, mettre de l'eau épars, donner un laxatif osmotique de type lactulose, de l'huile de paraffine, ou rien du tout, rassurer et attendre la guérison spontanée. B, D, huile de paraffine, E. Alors, avant de vous donner la réponse, ça a été fait, le changement de lait avec des protéines entières, de l'eau épars, de lactulose, tous, rien n'a marché. Donc, quel est le diagnostic? Allergie aux protéines de vache, hypothyroïdie, Hirschsprung ou dyschésie. Donc, effectivement, il fallait rassurer et attendre la guérison spontanée. Et c'est un tableau typique de dyschésie infantile, quelque chose qui est très fréquent, qui n'a rien à voir avec la constipation, même si ça en prend l'aspect clinique parfois. Donc, c'est un asynchronisme abdominopelvien, c'est-à-dire que l'enfant pousse et en même temps, il contracte ses muscles, et notamment le sphincter anal. Donc, bien évidemment, ça ne peut pas sortir. C'est une immaturité, un asynchronisme par immaturité, et ça se corrige en quelques semaines. Et la symptomatologie est absolument typique de ce que je vous ai présenté là. C'est 10 minutes d'effort où l'enfant pleure, et lorsqu'il émet enfin la selle, elle est molle. Or, dans une constipation, elle doit normalement être dure. C'est un nourrisson qui est très jeune, parce qu'il faut que ce soit une immaturité, et il n'y a aucun autre signe associé, c'est pas une maladie, c'est un asynchronisme, une immaturité. Alors, pour les traitements, il n'y a rien à faire, vous pouvez demander éventuellement aux parents de faire des massages, ça fait jamais de mal, les massages, et ça peut faire du bien d'ailleurs, et on rassure en attendant la guérison. Tous les autres examens sont totalement inutiles. Il faut surtout éviter d'être agressif avec des suppositoires de glycérine. Ça ne marche pas. Ça peut au bout d'un moment marcher, mais c'est l'évolution spontanée. Vous savez, au bout de 10 minutes, il émet la selle. Donc, effectivement, vous allez mettre un suppositoire de glycérine. Au bout de 10 minutes, tu vas aller émettre la selle, mais il l'aurait émise même si on n'avait pas mis le suppositoire. Alors, deuxième situation, une autre constipation. Donc, une fille de 6 mois qui vient pour une constipation. Elle a été exclusivement allaitée jusqu'à 5 mois. Et le sevrage a été débuté en même temps que la diversification. Elle avait 4-5 selles molles pendant toute la durée de l'allaitement. Et depuis le sevrage, elle a une selle dure par jour. Mais une selle tous les jours. Difficile à émettre avec des pleurs lors de la défécation. Donc, la même chose, vous voyez, mais avec une selle dure. Sa mère est constipée depuis son enfance, comme l'était sa propre mère, donc la grand-mère de l'enfant. Donc, c'est une habitude qu'on se transmet de mère en fille. Alors, d'après vous, comment on peut confirmer le diagnostic de constipation chez ce nourrisson? A, elle n'est pas constipée car elle a une selle par jour. Donc, c'est pas la définition. Un toucher rectal est nécessaire pour rechercher un fécalome. Une radio d'abdomen pourra aider au diagnostic. Et tout est faux. Tout est faux? Vous voyez que vous êtes fort, on voit que vous avez bien été éduqué. Alors, effectivement, le diagnostic de constipation, il est exclusivement clinique. Le toucher rectal est inutile. Il y a des définitions qui sont données avec la fréquence, mais en réalité, la vraie définition de la constipation, c'est la modification de la fréquence. Elle avait 4-5 selles par jour, elle passe à une selle par jour. Si elle avait toujours eu une selle par jour, elle n'aurait pas été constipée. Mais elle est passée de 4-5 selles à une selle par jour, donc il y a une diminution de la fréquence. Et le deuxième élément indispensable sont les selles dures, pour bien différencier de la dyschésie infantile. Et encore aussi pour la distinguer, il y a toujours des plaintes fonctionnelles. Les pleurs, c'est compliqué, parce que ça peut être confondu avec la dyschésie, mais dans les dyschésies, il n'y a jamais de ballonnement, il n'y a jamais de défécation douloureuse, en tout cas au moment de l'émission de la selle, même si à 6 mois, c'est pas facile. Et puis, la constipation, le tube digestif, les anomalies du tube digestif sont très génétiquement déterminées, notamment l'intestin irritable dont vous a parlé Marc tout à l'heure. Et le fait que de mère en fille, le sexe n'a aucune importance, ça aurait pu être le père aussi, qu'il y ait une constipation sévère, c'est pas un hasard, ça se transmet, le risque de constipation. On peut palper des fécalomes dans la fosse iliaque droite ou l'hypogastre, mais c'est rare chez le nourrisson. Et encore une fois, pas de toucher rectal.
L'ASP n'a aucun intérêt. Je ne sais pas comment ça se passe au Maroc, mais on continue en France à avoir des enfants qui viennent pour douleur abdominale, qui ne sont pas constipés, ils ont un ASP. Le radiologue ou le médecin fait un diagnostic de constipation sur l'ASP et donc fait des lavements à ce pauvre enfant qui ne demandait rien à personne. Bien sûr, il n'a plus mal au ventre après le lavement, non pas parce que le lavement l'a soulagé, mais c'est parce qu'il veut plus qu'on lui en refasse. Donc, au moins, il dit qu'il a plus mal au ventre. Ça peut être efficace. Donc, la sensibilité et la spécificité de l'ASP est très mauvaise, sont très mauvaises. L'ASP est très efficace pour confirmer une constipation quand les enfants ont une selle par semaine. A-t-on besoin d'un examen complémentaire quand on sait qu'un enfant a une selle par semaine? Donc, pas d'ASP. Alors, toutes les causes organiques ont été éliminées. Qu'est-ce que vous proposez comme mesure thérapeutique? L'augmentation de la consommation de fibres. Oui. L'exclusion des ruis et des carottes. L'augmentation des apports hydriques. Alors, il y a beaucoup de oui, là. L'utilisation d'eau épars. Oui, alors là, il y a un oui et non. Et l'huile de paraffine. Oui, non? Alors, on va voir un par un. L'efficacité d'un régime riche en fibres n'a jamais été démontrée. Alors, vous allez me dire, c'est pas vrai, quand on augmente les fibres, ça améliore le transit. En réalité, dans les formes bénignes et passagères, effectivement, l'évolution est un peu spontanément favorable, mais les fibres peuvent augmenter, peuvent diminuer la constipation, peuvent augmenter le nombre de selles. Mais dans les vraies constipations, c'est celles que nous, gastro, on voit, c'est souvent des constipations qui sont sévères, qui ont déjà vu plusieurs médecins, et lorsqu'ils viennent nous voir, je peux vous assurer que moi qui connais bien la nutrition, je ne parle jamais de nutrition aux enfants que je vois et qui sont constipés. Jamais. Parce que ça n'a strictement aucun intérêt, et cela, on va perdre notre temps et on va retarder le traitement médicamenteux qui est le seul efficace. L'exclusion du riz et des carottes, c'est inutile. Les Asiatiques qui mangent du riz tous les jours ne sont pas plus constipés que la moyenne. Et donc, devant ces constipations sévères, surtout quand il y a des antécédents familiaux, il faut savoir très rapidement passer à un traitement médicamenteux. Et éviter de déséquilibrer l'alimentation en faisant des régimes très riches en légumes. Je vous rappelle que les légumes, c'est 80-90% d'eau et que c'est nutritionnellement donc assez peu intéressant. Vous avez été beaucoup à dire qu'il fallait hyperhydrater cet enfant. Ça ne sert absolument à rien. La déshydratation favorise la constipation, mais l'hyperhydratation ne l'améliore pas. C'est comme l'intelligence, puisque Brigitte est là. Les enfants qui manquent de fer, d'acide gras essentiel, de DHA, sont moins intelligents. Mais si on donne un excès de DHA, ça les rend pas plus intelligents. Donc, c'est pareil pour la déshydratation et l'hyperhydratation. Ça ne sert à rien. Au mieux, vous allez être inefficace. Au pire, vous allez rendre des enfants potomanes. Donc, des enfants qui vont vouloir boire tout le temps alors qu'ils n'en ont pas besoin. Donc, l'hyperhydratation ne sert à rien. Alors, l'eau épars, je sais qu'il y a beaucoup d'adversaires à l'eau épars. C'est l'excès laxatif du magnésium. Vous avez tous déjà goûté peut-être à l'eau épars. C'est vrai qu'il n'y a jamais eu d'études contrôlées, randomisées, double aveugle, mais c'est assez compliqué à faire. Qu'il a été décrit, même si ça n'a jamais été vraiment rapporté, sauf des cas exceptionnels, des cas d'hypermagnésiémie avec hypocalcémie, hypophosphorémie. Donc, moi, je ne suis pas un adversaire de l'eau épars. Hein, ça, et empiriquement, beaucoup de parents disent que ça marche très bien, à condition de ne pas en faire trop, de ne pas le faire tout le temps et d'éviter quand la fonction rénale est altérée, parce que c'est là où on peut avoir des risques d'hypermagnésiémie. Mais en dehors de ces situations d'hypermagnésiémie, c'est vraiment absolument bien toléré et donc on peut le faire. Alors, les changements de lait. Les changements de lait, il y a beaucoup d'allégations dans les laits, les 100% lactose, la grande quantité de lactose qu'on donne. Je vous rappelle que le lait de femme, hein, c'est le lait de mammifère qui est le plus riche en lactose. Mais l'avantage du lait de femme ou du lait de mammifère, c'est qu'il y a la lactase dans le lait. Donc, la digestion peut déjà commencer. Ce qui n'est pas le cas des laits infantiles où il n'y a pas de lactase. Donc, les laits 100% lactose amènent une maldigestion du lactose et donc une diarrhée, ce qui peut bien sûr améliorer une constipation. Il n'y a jamais eu de preuve formelle, mais dans certains cas, ça peut marcher. Quand on inverse le rapport caséine sur protéines solubles,
et qu'on donne plus de protéines solubles que de caséine. Je vous rappelle que dans le lait de vache, c'est 60% de caséine, alors que dans le lait de femme, c'est 20% de caséine. Le reste étant bien sûr des protéines solubles. Donc, vous savez que les sels de lait de femme sont souvent plus liquides que les sels sous lait de vache. Donc, ça a été suggéré, jamais démontré formellement. Et puis enfin, certains laits avec probiotiques ou prébiotiques, notamment les HMO. Là encore, il faut qu'il y ait une preuve formelle, et c'est pas toujours le cas. Là, les seules preuves qu'on a parfois, c'est avec le bêta-pol. Le bêta-pol, c'est quand on met l'acide palmitique en position 2, et ça permet, sur les triglycérides, ça permet d'éviter des solubilisations avec le calcium qui rendent les sels un peu plus durs. C'est la seule chose qui a pu être démontrée. Mais avant de faire tous ces changements de lait ou ces changements de régime, pensez surtout à aller très rapidement au traitement médicamenteux. Donc, les traitements médicamenteux, il y a les laxatifs, donc Léopard dont on a déjà parlé, l'huile de paraffine. Alors, je vous rappelle qu'en France, c'est interdit avant 1 an à cause des fausses routes qu'on peut éventuellement avoir. J'en ai utilisé même chez des nouveau-nés, j'ai jamais eu de problème. Enfin, un enfant qui a des régurgitations, au pire des fausses routes, faut peut-être l'éviter. C'est remarquablement efficace. J'ai 100% de succès en 34 ans avec l'huile de paraffine. Aucune constipation n'a résisté, il suffit juste d'en donner suffisamment. Aucune limite supérieure, c'est pas absorbé, donc vous pouvez en donner 10 cuillères par jour s'il le faut. Il y a un moment, ça marche très très bien. Bon, le risque de fausse route existe, il a déjà été décrit, j'en ai jamais vu, pourtant Dieu sait comme j'en ai utilisé. Sinon, il y a les laxateurs osmotiques, le seul qui a l'AMM en France avant 6 mois, c'est le lactulose. Et sinon, les macrogols, comme le Forlax, c'est pas d'AMM avant 6 mois. À titre personnel, moi, j'utilise toujours l'huile de paraffine avec donc 100% de succès. En revanche, il faut éviter les manœuvres locales, on met pas de thermomètre, on met pas de doigts, il y en a certains parents qui mettent les doigts. Les suppositoires à la glycérine sont à éviter, sauf urgence. Si l'enfant hurle, a du mal à émettre, mais il ne faut pas que ce soit un traitement chronique. Il faut traiter avec les suppositoires à la glycérine, puis mettre les laxatifs. Et puis, bien sûr, pas de lavement itératif, qu'on voit malheureusement assez souvent. On ne s'accoutume pas au traitement de la constipation, parce que souvent, il y a des parents qui disent « Ah, mais j'ai arrêté parce qu'il allait s'accoutumer ». Non. Quand on est constipé à vie. Et donc, c'est normal que quand on arrête le traitement, ça recommence. Même si la comparaison peut être un peu difficile, quand on est diabétique, si on arrête l'insuline, le diabète recommence. C'est pas à ce point-là pour la constipation, mais on est constipé à vie. Donc, il faut un traitement pendant quelques semaines à dose efficace, en cherchant la dose minimale efficace. Les parents le font très très bien, notamment avec l'huile de paraffine. Et puis, on va dire aux parents d'arrêter un moment, ils l'arrêtent souvent d'eux-mêmes, et il faut toujours les prévenir que ça va systématiquement récidiver. Un enfant qui a une vraie constipation récidivera toute sa vie. Et ça, il faut le dire. Alors, il y aura des périodes fastes, où son transit sera normal, et des périodes moins fastes, où le transit redeviendra très très lent. Et donc, il n'y a pas d'accoutumance. Ne confondons pas une maladie qui va persister à vie avec de l'accoutumance. Dernier cas, puisqu'on m'a demandé maintenant de parler aussi de coliques. Donc, un garçon âgé de 2 mois est amené pour des pleurs incessants. Il est exclusivement allaité depuis la naissance et les pleurs ont débuté à 3 semaines et n'ont pas cédé. Il régurgite après chaque tétée depuis l'âge de 2 semaines. Les pleurs sont aggravées lorsque les parents l'allongent et il cède lorsqu'ils le reprennent dans les bras, donc en position verticale. Donc, il régurgite et quand il est allongé, ça majore les pleurs. La croissance est parfaite et la maman consomme beaucoup de produits laitiers. Et je vous rappelle qu'il est allaité. Alors, quelle est la cause la plus probable à ces pleurs d'après vous? Un reflux, une œsophagite, une allergie aux produits laitiers de vache ou autre chose? B, une œsophagite. A, un RGO. C, une allergie aux produits laitiers de vache. Il manque plus que D. Bon, là au moins, vous êtes tous pas d'accord, ça tombe bien. Bravo à ceux qui ont dit D. Alors, qu'est-ce qu'on fait devant les pleurs? On va y revenir. D'abord, il faut éliminer les rares causes organiques. L'allergie aux protéines de vache, chez un enfant qui est allaité, même quand la maman consomme beaucoup de lait, il faut pas penser à une allergie aux protéines de vache. Je trouve qu'on pense beaucoup trop à une allergie aux protéines de vache, surtout devant des symptômes aussi banals que les coliques.
même si la maman consomme beaucoup de lait, on peut y penser quand l'enfant n'est pas allaité, mais il ne faut pas y penser quand l'enfant est allaité. La constipation, ça se sait. Bon, là, c'était pas son cas. L'eczéma, on y pense rarement, mais le prurite, ça peut énerver les enfants qui peuvent pleurer. Bon, après, il y a tous les signes que vous connaissez, l'otite, pyélonéphrite, les fractures, l'hématome suddural, l'hypertension intracrânienne, la malformation des voies urinaires avec la distension des bassinets, et puis le syndrome d'Angelman. C'est une maladie que Brigitte doit très bien connaître, puisque c'est des enfants qui ont des gros troubles neurologiques quand ils grandissent, mais quand ils sont tout petits, c'est des enfants qui ont des pleurs inconsolables. Et bon, le diagnostic est difficile quand ils sont tout petits, mais il devient moins difficile par la suite. Ils ont un faciès un peu particulier. Mais le point particulier, c'est qu'il y en a pas mal qui ont dit B, il ne faut pas rechercher d'œsophagite chez les enfants qui pleurent. Le premier travail, il était très bien fait, c'est pour ça que je le représente souvent. C'était, vous voyez, il y a plus de 20 ans, une étude randomisée en double aveugle avec crossover, 30 nourrissons qui, pour entrer dans l'étude, devaient pleurer et avoir un reflux authentifié, soit par une pH-métrie, soit par une œsophagite peptique. Donc, ils avaient tous pleurs et œsophagite. Ils ont eu, en double aveugle, oméprazole ou placebo, en crossover, c'est-à-dire que la moitié a eu l'oméprazole, l'autre moitié le placebo, et après, ça a été inversé. D'abord, première question, est-ce que l'oméprazole a réduit le reflux acide? L'index de reflux acide, comme vous le voyez, est significativement plus diminué dans le groupe oméprazole que dans le groupe placebo. En revanche, pour les pleurs, vous voyez que le placebo a été aussi efficace que l'oméprazole, ou l'inverse, comme vous voulez, montrant très bien que la diminution de l'acidité gastrique chez un enfant qui a un reflux et qui pleure n'a aucun effet sur ses pleurs. Et d'ailleurs, la méta-analyse qui a suivi, et qui reprend notamment l'article que je vous ai cité, vous voyez, c'est rare d'avoir une méta-analyse où aucun des travaux répertoriés ne montre une efficacité des antiacides sur les pleurs du nourrisson. Donc, il faut oublier, on vient de refaire les recommandations HAS pour le reflux gastro-œsophagien et on a bien écrit que les pleurs ne sont pas un signe de reflux gastro-œsophagien. Alors, vous allez me dire, moi, j'ai beaucoup tenté, parce que beaucoup le pédiatre me le disent, je mets des antiacides et ça va mieux. Il y a un effet placebo terrible et il y a peut-être une modification du microbiote intestinal qui pourrait avoir un rôle dans les pleurs. En tout cas, il n'y a pas d'effet direct et puis il y a beaucoup d'effets indésirables, des IPP, notamment l'augmentation du risque infectieux chez le tout petit et du risque allergique. Donc, je ne crois pas que ça vaille la peine de tester. Alors, quels sont les traitements qui ont fait la preuve de leur efficacité dans les pleurs du nourrisson? IPP, ne me dites pas oui, je viens de vous dire non. Les pansements œsophagiens. Le massage du ventre, est-ce que ça a fait la preuve? Oui, non. La consolation systématique du nourrisson. Certains probiotiques. Il n'y a que des probiotiques qui ont fait la preuve de leur efficacité. Effectivement, dans cette analyse Cochrane, qui commence à dater, mais qui est quand même de 2016, ils ont répertorié tous les traitements, considérés comme tels, qui n'ont pas fait la preuve de leur efficacité. Donc les IPP, on vient de le montrer, les pansements œsophagiens, notamment la siméticone, le gel de polysilane. Alors le gel de polysilane, ça marche très très bien, mais non pas parce que ça tapisse l'œsophage, c'est parce que c'est sucré. Et donc quand on donne quelque chose de sucré à un enfant, il pleure moins, mais ça n'a rien à voir avec l'œsophage. Les antispasmodiques, ça ne marche pas. Les laits appauvris en lactose ou sans lactose, alors il y a quelques travaux qui ont montré que ça marchait, mais dans cette méta-analyse, ils disaient que ça marchait pas. Le sucre, vous voyez que ça peut calmer les pleurs, mais pas de manière chronique, ça peut calmer immédiatement. L'ostéopathie, l'acupuncture, les massages et la consolation systématique du nourrisson, tout ça, ça ne marche pas. Il n'y a que 2 probiotiques qui ont fait la preuve de leur efficacité. Lactobacillus reuteri DSM 17938, avec, vous voyez, la méta-analyse qui est en dessous, et Bifidobacterium lactis BB12, qui a montré aussi son efficacité dans les pleurs, notamment, pour ne pas dire exclusivement, chez les nourrissons allaités. Ça, ce sont les articles initiaux, et ça a été repris dans les dernières recommandations de l'ESBIAN dont a parlé Marc tout à l'heure, où ils ont repris toutes les indications plus ou moins démontrées des probiotiques dans les pathologies digestives. Et vous voyez que les 2 probiotiques que je vous ai cités ont été repris, mais ils se sont limités, comme vous le voyez bien sur cette diapositive, aux enfants allaités. Et donc, ils n'ont pas retenu cette indication pour les enfants qui n'étaient pas allaités. Bon, c'est leur décision avec, vous voyez, un grade de recommandation qui est
assez faible. Alors, l'idée, ce serait que les enfants qui ont des pleurs, des coliques, ont une inflammation de l'intestin, et donc l'inflammation de l'intestin pourrait être modifiée par les probiotiques, et donc pourrait améliorer les pleurs. C'est quelque chose qui tient debout, mais qui demande à être un peu plus confirmé. Il a été aussi montré que l'extrait de fenouil pouvait être efficace, soit en allaitement mixte, soit en allaitement exclusif. Certains laboratoires, d'ailleurs, mettent de l'extrait de fenouil dans leurs produits en se basant sur cette petite méta-analyse. Bon, après, est-ce qu'il y a un risque à donner des protéines de fenouil, même si c'est des extraits chez un enfant très jeune et qu'il soit allergique au fenouil? Le risque n'est pas nul, il est faible. Et puis surtout, si on est allergique au fenouil, je peux vous assurer, moi qui ne mange jamais de fenouil, qu'on peut vivre centenaire sans manger de fenouil, donc c'est pas trop grave, même si parfois on en trouve dans certains plats. Alors les HMO, puisque c'était Nestlé, j'ai cherché si l'intérêt des HMO dans les coliques avait été confirmé, et j'ai trouvé cette méta-analyse de 2018. Alors vous ne devez pas pouvoir lire, parce que même moi, j'arrive pas à lire, mais ils ont répertorié différents articles, et ce qui a été mis en jaune, vous voyez, c'était d'abord une étude non contrôlée avec des enfants sains qui pleuraient, et ils ont eu un hydrolysa partiel avec des HMO dedans et une diminution, mais encore une fois sans groupe témoin, une diminution des pleurs dans le groupe qui avait reçu des HMO. Voilà, c'est le seul travail que j'ai trouvé. Je pense qu'il faut en faire d'autres. Voilà, là j'ai fait un peu grossir. Là, je sais pas, mais vous voyez toujours pas plus. Ah ben j'aurais pu avoir. Voilà. Enfin, pour terminer, il faut savoir que l'anxiété parentale peut bien évidemment se transmettre. Dans cette étude qui était un questionnaire qui a été adressé à des pédiatres turcs, vous voyez que les facteurs qu'ils ont trouvés associés aux coliques, c'était en premier un haut niveau d'anxiété parentale et pas loin derrière le fait d'être un premier enfant. Alors où est la poule, où est l'œuf? Est-ce que c'est parce que les enfants sont anxieux que les parents sont anxieux que l'enfant pleure, ou est-ce que parce que l'enfant pleure, les parents sont anxieux, ou peut-être les deux en même temps? C'est difficile à différencier. Mais il y a même une théorisation du lien entre anxiété et pleurs. Cette anxiété pourrait introduire des troubles de la motricité intestinale avec une augmentation de la motiline et une augmentation de la gréline. Tout ça, ça entraîne une augmentation du péristaltisme intestinal qui pourrait à la fois donner une dysbiose intestinale et peut-être des douleurs abdominales et donc des pleurs. Vous voyez que j'ai mis des points d'interrogation partout parce que ça reste vraiment très, très théorique. Et donc, pour terminer dans les temps, c'est la règle des 4 R. Hein. Premier R, reconnaître les rares causes organiques. On peut passer à côté. Moi, j'ai vu des eczémas, j'ai vu des malformations de la voie urinaire. Je me suis fait avoir sur un syndrome d'Angelman. En plus, bien évidemment, c'était le petit-fils d'un collègue, mais je l'avais jamais vu. Hein, c'était uniquement par téléphone. Donc, voilà, il faut connaître toutes ces causes organiques et d'abord, bien sûr, les éliminer. Réfuter les examens et les traitements inutiles. On les a énumérés tous. Rassurer les parents, c'est ce qu'il y a de plus dur. Et puis, éventuellement, faire des recherches sur la modification du microbiote. Je vous remercie. J'espère ne pas vous avoir coupé l'appétit.